Jean-Carl Grelier, député de la 5e circonscription de la Sarthe, membre de la commission des affaires sociales de l'Assemblée, où je me suis spécialisé depuis 2017 sur les questions de santé, bien que n'étant pas professionnel de santé moi-même. Alors, à mes yeux, il y en a trois. La première, la plus importante évidemment, c'est la revalorisation des professionnels de santé dans le système d'hospitalisation publique et dans le système d'hospitalisation privée. Ça fait suite au Ségur de la santé. C'est à mes yeux effectivement une bonne chose. C'est une reconnaissance apportée par la nation à ses soignants. Et dans le même temps, je reste un peu inquiet sur le fait que le Ségur de la santé n'a pas ouvert le débat sur la pérennisation de notre système de santé. C'est-à-dire que cette augmentation de rémunération sera financée par de la dette supplémentaire, ce qui ne peut pas être durable, évidemment. Et il aurait été souhaitable que le gouvernement, à l'occasion de la grande concertation du Ségur de la santé, profite de l'occasion pour mettre sur la table le chantier de l'avenir de notre système de santé et de la pérennisation d'un système de financement, puisqu'aujourd'hui, on le sait, les cotisations sociales d'un côté et les impôts de l'autre ne couvrent que 76% des dépenses. Il y a donc 24% qui ne sont pas financés, et ces 24%, c'est de la dette en plus chaque année. Et on se rend bien compte que ça ne pourra pas durer comme cela éternellement et qu'à un moment donné, il faudra que nous réfléchissions très largement et qu'on trouve ensemble et dans la discussion, la concertation avec les professionnels de santé, d'autres sources pour financer l'avenir de ce beau système de santé français. Parce que c'est une vieille politique de notre système de santé. Finalement, ce qui change cette année dans le PLFSS, ce sont les moyens accrus pour l'hôpital public et pour la rémunération des professionnels de santé. Mais les autres branches du PLFSS ne sont pas affectées par cette manne budgétaire supplémentaire. Et donc, on va continuer à demander 600 millions d'euros en 2021 à la filière du médicament, 100 millions d'euros à la filière du dispositif médical. Et je voudrais qu'au travers de ça, on se rende compte que l'État porte aussi une responsabilité dans le fait qu'aujourd'hui, la production de médicaments, la production de dispositifs médicaux ne peut plus se faire en France. L'innovation thérapeutique a des difficultés à s'opérer en France aussi, tout simplement parce que la France n'est pas capable d'offrir aux entreprises innovantes en matière de médicaments et en matière de dispositifs médicaux des tarifs qui sont à la mesure de ce que peuvent faire nos concurrents, que ce soit l'Allemagne, que ce soit les États-Unis notamment. Et donc, lorsque le président de la République pose à juste titre la question de la souveraineté d'approvisionnement en médicaments, il ne peut pas faire l'impasse sur la responsabilité qui est celle de l'État qui, depuis 10 ans, impose à cette filière du médicament et du dispositif médical des économies comme on n'en a pas imposé à aucune autre profession et à aucun autre secteur de l'industrie. Eh bien ça, très sincèrement, je l'ignore. Vous savez que l'année dernière, la loi de financement de la sécurité sociale avait profondément modifié le règlement, l'organisation et la délivrance des ATU. Il y avait dans le PLFSS un peu plus de 16 pages qui étaient totalement illisibles dans un langage qui est propre à l'administration et personne n'a vu en quoi les choses étaient simplifiées. Je ne vois pas non plus en quoi cette année les dispositifs seraient améliorés. Moi, ce que j'appelle de mes vœux, c'est une sorte de guichet unique qui pourrait se faire sous l'égide de la Haute Autorité de Santé et qui permettrait à une entreprise innovante dans le domaine du médicament ou dans le domaine des dispositifs médicaux de déposer son dossier auprès d'un seul guichet, d'obtenir une seule réponse de l'administration et sur la base de cette réponse de pouvoir lancer, fût-ce à titre expérimental, ces innovations auprès de patients français. Là aussi, ce barrage qui est fait en permanence par l'administration, le plus souvent pour des raisons budgétaires non avouées, n'est pas un facteur de développement de l'innovation et ça se fait au détriment de très nombreux patients qui aujourd'hui, en France, dans nos hôpitaux publics ou privés, pourraient bénéficier de ces régimes assouplis d'autorisation, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Alors, la prévention est le grand oublié de toutes les politiques de santé dans ce pays depuis au moins 25 ans. On parle beaucoup de soins et en fait, on parle assez peu de santé.
La prévention n'existe plus parce que les professionnels chargés de la prévention sont devenus en nombre très, très insuffisant. Je pense aux médecins de PMI pour les nourrissons, je pense aux médecins scolaires, je pense aux médecins du travail. À tous les échelons, la prévention n'existe pas. Les dispositifs de formation des professionnels de santé à la prévention sont quasi inexistants. Un groupe d'hospitalisation privée vient de lancer le premier diplôme universitaire en prévention et en éducation à la santé à la faculté de médecine de Brest, mais c'est là aussi notoirement insuffisant. Et on peut comprendre qu'un médecin, un jeune médecin généraliste qui n'a pas été sensibilisé et formé à ces questions de prévention ne les porte pas en premier lieu. Et puis je crois qu'il faudrait associer dans une lecture beaucoup plus globale de la prévention des acteurs qu'on oublie trop souvent. Je pense notamment aux enseignants, je pense aux éducateurs sportifs qui ont en charge les enfants, parce qu'on sait que c'est auprès de la jeunesse que les premières bases d'une vraie et solide éducation à la santé peuvent être posées. Et tout pendant qu'on aura cette lecture très compartimentée, très contingentée, on n'y parviendra pas. La politique de prévention en France, ça s'est souvent résumé à quelques actions fortes, l'augmentation du prix des paquets de cigarettes, des campagnes de vaccination, et en dehors de ça, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas non plus de gouvernance en santé dans ce pays. Chaque ministère gère son petit département prévention, chacun fait ce qu'il peut avec ses propres moyens là où il est, mais il n'y a pas de coordination. Ce qui serait même souhaitable, c'est qu'on trouve à l'intérieur du dossier médical partagé, un volet prévention qui permette de suivre tout au long de la vie les différentes actions de prévention et d'éducation à la santé qu'un patient a pu suivre. Ça permettrait de les mettre en cohérence les unes avec les autres et ça permettrait d'avoir aux professionnels de santé qui, à un moment donné, prennent en charge un patient, un panorama de tout ce qu'a été le parcours de prévention et d'éducation à la santé. Voilà, ce sont des sujets sur lesquels nous sommes nombreux aujourd'hui à inviter le gouvernement à faire des efforts, mais il a malheureusement pris la suite de tous ses prédécesseurs qui n'ont pas fait jusque-là de la prévention un vrai sujet de santé publique, alors même qu'on le voit dans la crise sanitaire que l'on traverse, où on a bien vu que la culture de prévention faisait cruellement défaut. Si on avait été mieux habitué, mieux acculturé à la prévention en santé, peut-être qu'on aurait mis les masques avec plus de facilité, peut-être qu'on aurait eu davantage le réflexe des gestes barrières, du lavage des mains, de la distanciation sociale. Voilà autant d'éléments qu'on a aussi payés pour partie dans la crise sanitaire que nous venons de connaître. Une fois encore, le président Obama avait cette très belle expression, il disait ne pas gâcher une crise, au sens où il fallait en tirer les meilleures leçons. Eh bien, parmi les leçons qu'il nous faut tirer de la crise sanitaire présente, il y a évidemment la nécessité d'avoir une vraie politique de prévention et d'éducation à la santé coordonnée au plus haut niveau de l'État.